Mes parents ont favorisé ma sœur toute ma vie, puis elle a découvert que j'avais 15 millions de dollars et a fait une crise de nerfs à table à Thanksgiving. Papa n'a pas pu parler. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans, et j'ai passé toute ma vie comme le fils invisible. Pendant que ma sœur Chloé baignait dans l'adoration sans fin de mes parents, j'ai tranquillement bâti une entreprise technologique que j'ai vendue pour 15 millions de dollars. Personne dans ma famille ne le savait avant Thanksgiving dernier, quand la vérité a éclaté pendant le dîner. Ce qui a suivi a été la crise la plus spectaculaire que j'ai jamais vue, avec ma sœur qui criait, mon père qui s'étouffait avec sa dinde, et des décennies de dynamique familiale s'effondrant en quelques minutes. Ayant grandi dans un quartier suburbain de Chicago, mon enfance semblait parfaitement normale de l'extérieur. Notre maison sur Maple Street avait la clôture blanche requise, un panier de basket dans l'allée, et un golden retriever nommé Max qui nous saluait quand nous rentrions de l'école. Mes parents, Philippe et Catherine, étaient tous deux des éducateurs qui accordaient une énorme valeur à la réussite scolaire. Papa enseignait l'histoire au lycée et entraînait l'équipe de débat, tandis que maman était directrice d'école primaire, connue pour ses normes strictes et ses attentes élevées. Dès mes premiers souvenirs, il y avait une hiérarchie tacite dans notre maison. Ma sœur, Chloé, de 3 ans mon aînée, était l'enfant prodige. Elle possédait des dons naturels qui correspondaient parfaitement à ce que mes parents valorisaient. Chloé pouvait jouer Mozart au piano à 7 ans, a remporté le concours régional d'orthographe 3 années de suite, et a maintenu une moyenne parfaite de 4.0 tout au long de ses années scolaires. Les murs de sa chambre étaient tapissés de certificats, de rubans et de trophées qui témoignaient de son excellence. Ma chambre, par contraste, contenait des posters de sport et des pièces d'ordinateur. Non pas que quiconque dans ma famille l'ait jamais vraiment vu, car ils entraient rarement dans mon espace. Antoine, viens voir le projet scientifique de Chloé. Elle a fait un modèle fonctionnel du système solaire, appelé maman du bas de l'escalier, sa voix débordante de fierté. Je descendais à contre-cœur pour voir une autre des réalisations de Chloé célébrée avec du gâteau, des photos et des appels téléphoniques de félicitations aux grands-parents. Quand j'ai ramené mon trophée de première place du tournoi de football, maman y a jeté un coup d'œil et a dit, c'est bien, chérie. Mets-le dans ta chambre. Papa n'a même pas levé les yeux de ses copies. Ce trophée a fini rangé dans mon placard, car il ne servait à rien de l'afficher quand personne ne s'en souciait. Les anniversaires mettaient en évidence la disparité de notre traitement. Les anniversaires de Chloé étaient des événements élaborés avec des décorations à thème, des gâteaux personnalisés et au moins 20 invités. Mes parents passaient des semaines à planifier la fête parfaite pour elle. Pour mes anniversaires, maman achetait un gâteau au supermarché le jour même, et nous avions un dîner de famille tranquille. Certaines années, ils étaient si occupés par les activités de Chloé que mon anniversaire était célébré des jours plus tard, comme une réflexion après coup. Nous fêterons ce week-end, Antoine. Chloé a son récital de piano aujourd'hui, et tu sais à quel point c'est important, disait papa, ne remarquant pas la déception dans mes yeux. Même dans les routines quotidiennes banales, le favoritisme était apparent. Chloé recevait de nouveaux vêtements au début de chaque année scolaire, tandis que j'héritais des vêtements d'occasion du voisin. Ses réussites scolaires étaient suivies sur un calendrier spécial sur le réfrigérateur. Mon emploi du temps de football n'y figurait jamais. Quand Chloé jouait dans la pièce de théâtre de l'école, les deux parents prenaient leur journée de travail pour assister à chaque représentation. Mais quand mon équipe de football a atteint le championnat d'État, maman a dit, papa essaiera d'y aller si sa réunion de faculté se termine tôt. Il n'y est pas allé. J'ai marqué le but gagnant sans aucun membre de ma famille pour le voir. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, est devenue la bande-son de mon enfance, jouant en boucle tout au long de l'école primaire et du collège. Maman poussait ce soupir quand je préférais coder sur mon ordinateur plutôt que de pratiquer un instrument. Papa le murmurait quand mon bulletin scolaire affichait des B au lieu des A. Au moment où Chloé postulait aux universités, notre dynamique familiale était fermement établie. Les conversations à table tournaient autour de ses candidatures aux universités de l'Ivy League. Mes parents ont embauché des consultants, des coachs d'écriture et des tuteurs de préparation aux tests pour s'assurer qu'elle présentait la candidature parfaite. Harvard ou Yale seraient idéaux, mais nous nous contenterions de Princeton, disait maman, tandis que papa acquiesçait. Quand j'ai mentionné vouloir étudier l'informatique, papa a agité la main de manière dismissive. Ces jeux vidéo ne te mèneront nulle part dans la vie, Antoine. Tu devrais envisager un vrai domaine comme le droit ou la médecine, même si je ne suis pas sûr que tu aies les notes pour cela. Ils n'ont jamais remarqué que ce qu'ils appelaient jouer avec des ordinateurs était en fait moi qui apprenais à coder,
construisait des sites web basiques pour des entreprises locales et développait une compréhension approfondie des technologies émergentes. À 16 ans, je gagnais plus d'argent avec mon hobby du week-end qu'avec mon emploi d'été à l'épicerie locale. Mais j'ai gardé cette information pour moi. J'avais appris tôt que partager mes réalisations menait à la déception quand elles étaient minimisées ou ignorées. Le schéma a continué au lycée. Chloé était major de promotion, a prononcé un discours émouvant à la remise des diplômes et a reçu une bourse substantielle pour Yale. Mes parents lui ont organisé une immense fête de remise des diplômes, invitant pratiquement tout le quartier. 2 ans plus tard, quand j'ai obtenu mon diplôme dans les 15% supérieurs de ma classe, maman s'est souvenue de prendre des photos, mais il n'y a pas eu de fête. Papa m'a tapoté l'épaule et a dit, « Pas mal, mon fils. » Pas au niveau de Chloé, mais pas mal. Cette nuit-là, assis seul dans ma chambre à regarder des brochures universitaires, j'ai pris une décision qui allait façonner mon avenir. J'allais cesser de chercher une approbation que je ne recevrais jamais. Au lieu de cela, je construirais mon propre chemin, à mes propres conditions, sans le poids de la comparaison qui pesait sur moi. Je ne savais pas à quel point cette décision allait tout changer. L'approche de mes parents concernant nos études universitaires était aussi différente que nos expériences d'enfance. Alors que Chloé avait eu des visites personnalisées d'universités d'élite à travers le pays, des cours intensifs de préparation au SAT et un bureau à domicile entier converti en quartier général de sa candidature. Ma préparation universitaire a consisté en une seule rencontre avec un conseiller scolaire et une pile de brochures d'université d'État. Nous avons utilisé la majeure partie de notre fonds universitaire pour les études de Chloé à Yale, expliqua maman quand j'ai abordé mes propres projets universitaires. Yale n'est pas donné, et elle pourrait vouloir faire des études de médecine par la suite. Tu peux postuler à des bourses et à des prêts comme les autres étudiants. J'ai fini à l'Illinois State University avec une bourse académique partielle, travaillant 20 heures par semaine au centre de support technique du campus pour couvrir le reste de mes dépenses. Ma chambre de dortoir était petite et minable, avec des murs en parpaing et un colocataire qui jouait aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin. Mais pour la première fois de ma vie, je me suis senti libéré de la comparaison constante avec Chloé. Lors de mon orientation de première année, j'ai rencontré le professeur Laurent Dubois du département d'informatique. Chauve, avec des lunettes à monture métallique et portant toujours la même veste en tweed, il m'a remarqué en train de réparer l'ordinateur portable d'un autre étudiant au centre du campus. C'est un dépannage impressionnant, dit-il en regardant par-dessus mon épaule. Vous connaissez clairement les systèmes informatiques. Dans le professeur Dubois, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, un mentor qui valorisait mes talents spécifiques. Il m'a invité à rejoindre son séminaire de programmation avancée malgré mon statut de première année et m'a ensuite offert une opportunité d'études indépendantes pour développer des applications logicielles. Vous avez un talent naturel pour voir à la fois les détails techniques et les applications commerciales d'envergure, me dit-il après que j'eus démontré ma première solution logicielle complète. C'est rare, Antoine. La plupart des gens excellent dans l'un ou l'autre. Alors que mes parents appelaient rarement, sauf pour partager les dernières réussites de Chloé à Yale, je prospérais à ma manière. Au cours de ma 2e année, j'ai développé un système de gestion des plannings et des stocks pour les entreprises locales qui résolvaient des problèmes spécifiques que les grandes entreprises de logiciels ignoraient. 3 restaurants et une quincaillerie de la ville m'ont payé pour implémenter ma solution, me fournissant un revenu indispensable et une expérience du monde réel. En 3e année, j'avais créé ma première application modérément réussie, un outil qui aidait les petites entreprises à gérer les relations clients sans logiciel d'entreprise coûteux. L'application a généré suffisamment de revenus pour que je puisse quitter mon emploi sur le campus et me concentrer sur le développement. Quand j'ai appelé la maison pour partager cette nouvelle, maman semblait distraite. C'est bien, chérie. T'es jeudi que Chloé s'est fiancée? Marc est un étudiant en médecine de 4e année à Yale. Leur mariage aura lieu l'été prochain, après qu'il aura commencé sa résidence au Massachusetts General Hospital. Nous sommes tellement excités. Les fiançailles ont dominé nos rares appels téléphoniques familiaux pendant des mois. Marc venait d'une riche famille de Boston et le mariage serait une affaire somptueuse dans la propriété de ses parents à Cape Cod. Mon succès en codage n'est plus jamais revenu sur le tapis. En dernière année, j'ai été confronté à une décision qui allait définir mon avenir. Plusieurs grandes entreprises technologiques m'avaient offert des postes de départ impressionnants, basés sur la solidité de mon portfolio et les recommandations de mes professeurs. Les salaires de départ étaient substantiels, surtout pour un jeune diplômé. Mais j'avais une vision différente.
Je voulais étendre mon logiciel de gestion de la relation client en une solution commerciale complète, axée sur la sécurité des transactions financières. Je croyais qu'il y avait une énorme opportunité de marché que les entreprises existantes ne saisissaient pas. Quand j'ai mentionné refuser les offres d'entreprise pour créer ma propre société lors d'une rare visite à la maison, mes parents ont échangé des regards inquiets autour de la table. « Est-ce vraiment sage ?» a demandé papa, en fronçant les sourcils. Ce sont des postes garantis dans des entreprises établies. Lancer une entreprise est risqué, et la plupart échouent la première année. Maman s'est penchée pour me tapoter la main. Chérie, tout le monde ne peut pas être exceptionnel comme Chloé. Il n'y a rien de mal à avoir un emploi stable avec des avantages. Le monde de l'entreprise offre une sécurité que l'entrepreneuriat n'a pas. Il ne comprenait pas que je n'essayais pas de rivaliser avec Chloé ou de suivre son chemin. Je créais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qui correspondait à mes propres forces et à ma vision. Après l'obtention de mon diplôme, alors que ma famille était préoccupée par les préparatifs du mariage de Chloé et Marc, j'ai déménagé dans la Silicon Valley avec mes 12 000 $ d'économie et un prototype de mon logiciel de sécurité. J'ai loué un minuscule studio dans un quartier douteux et j'ai passé chaque heure d'éveil à affiner mon produit et à le présenter à des investisseurs potentiels. Mes parents appelaient occasionnellement, généralement pour me transmettre des nouvelles du poste hospitalier de Chloé ou de sa nouvelle maison dans le quartier exclusif de Beacon Hill à Boston. Ils ne posaient jamais de questions détaillées sur mon travail ou ma vie. Je gardais mes réponses vagues, non par méchanceté, mais parce que j'avais appris depuis longtemps qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés par les détails de mon monde. « Comment va la Californie ?» demandait maman. « Bien, répondais-je. Ensoleillé, c'est bien. T'avons-nous dit que Chloé et Marc pensent à fonder une famille? Je pourrais être grand-mère bientôt. » Et ainsi le schéma continuait, avec un continent entier nous séparant désormais physiquement et émotionnellement. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais reconnaissant pour la distance et la liberté qu'elle me donnait de construire quelque chose par moi-même, sans l'ombre de la comparaison qui éteignait ma lumière. Les débuts de ma start-up furent brutaux. J'ai transformé mon minuscule studio en bureau, avec mon matelas poussé contre un mur et 3 écrans d'ordinateur dominant le reste de l'espace. Je travaillais 100 heures par semaine, subsistant avec des nouilles ramen et du café, codant jusqu'à ce que ma vision se trouble et que mes doigts se crispent. Mon entreprise, Secure Transact, se concentrait sur le développement de protocoles de sécurité améliorés pour les institutions financières qui luttaient contre la fraude en ligne croissante. J'avais identifié un vide important sur le marché. Les logiciels de sécurité existants étaient soit trop lourds pour les utilisateurs quotidiens, soit trop simplistes pour arrêter les pirates sophistiqués. La première année fut une lutte constante. J'ai assisté à toutes les rencontres technologiques, les soirées de présentation de start-up et les événements de réseautage de la Silicon Valley. J'ai appelé à froid des banques et des coopératives de crédit, mendiant 10 minutes de leur temps. La plupart des portes sont restées closes, mais progressivement, grâce à ma persévérance et à la force de mon prototype, j'ai obtenu des rendez-vous avec des décideurs. Ma première véritable équipe s'est formée organiquement. Alice, une brillante experte en sécurité qui en avait eu assez de la bureaucratie de son emploi en entreprise, a rejoint l'équipe après avoir vu ma présentation lors d'une conférence sur la cybersécurité. Ensuite est venu Rémi, un développeur front-end qui pouvait rendre les fonctionnalités de sécurité complexes conviviales, et Jasmine, qui gérait les opérations commerciales avec une efficacité remarquable. Nous travaillions dans un entrepôt converti à Oakland parce que San Francisco était hors de notre budget. Le bâtiment avait un chauffage et une climatisation douteux, des fuites de toit occasionnelles et des voisins qui comprenaient un atelier de fabrication métallique et une entreprise de cornichons artisanaux. Mais c'était notre espace, et à l'intérieur de ces murs, nous construisions quelque chose de révolutionnaire. Juste au moment où nous commencions à gagner du terrain auprès de petites banques, le désastre a frappé. CyberShield, un concurrent majeur soutenu par du capital risque, a annoncé une suite de sécurité avec des fonctionnalités étrangement similaires à nos algorithmes propriétaires. Une semaine plus tard, nous avons découvert qu'un de nos premiers développeurs contractuels avait volé notre code et l'avait vendu. La bataille juridique a failli nous détruire avant même que nous n'ayons vraiment commencé. Les frais de justice ont épuisé notre capital minimal, et le stress était écrasant. Pendant 3 mois, j'ai dormi sur un lit de camp dans notre bureau, me douchant dans une salle de sport voisine, travaillant sans relâche pour maintenir l'entreprise à flot tout en luttant simultanément contre le procès. Pendant ce temps, Chloé a appelé pour partager la nouvelle qu'elle et Marc avaient acheté une maison coloniale de 5 chambres dans une banlieue exclusive de Boston. Maman et papa avaient bien sûr aidé avec la compte.
Ils sont tellement de soutien. Comment va ton truc d'ordinateur? Je n'ai pas mentionné le procès ni le fait que je vivais dans mon bureau. Ça vient, ai-je seulement dit. Le tournant est arrivé de manière inattendue. La bataille juridique avait attiré l'attention de l'industrie, et un vice-président senior de la First Western Bank m'a contacté. Il avait examiné nos protocoles de sécurité et était impressionné par notre approche innovante. Nous avons suivi votre affaire, dit-il lors de notre réunion. Ce que CyberShield a fait était contraire à l'éthique, et leur mise en œuvre de vos idées est imparfaite. Nous aimerions travailler avec les inventeurs originaux, pas les copieurs. First Western est devenu notre premier client majeur, implémentant notre système de sécurité sur leur plateforme bancaire numérique. Le déploiement réussi a conduit à des études de cas, des articles industriels et, surtout, à plus de clients. En 6 mois, nous avions des contrats avec 8 banques régionales et négocions avec 2 institutions nationales. Notre équipe est passée de 5 personnes à 50, puis à plus de 200 à mesure que la demande augmentait. Nous avons déménagé de l'entrepôt qui fuyait à de vrais bureaux dans le quartier financier de San Francisco. J'ai finalement amélioré mon studio pour un modeste appartement d'une chambre, bien que j'y passais peu de temps, car l'entreprise occupait la majeure partie de mes heures d'éveil. Alors que la réputation de Secure Transact grandissait, l'intérêt des grandes entreprises technologiques cherchant à acquérir notre technologie augmentait également. La première offre est arrivée 3 ans après la fondation de l'entreprise, 7 millions de dollars d'un fournisseur de logiciels financiers de taille moyenne. J'ai refusé, connaissant notre trajectoire et la valeur que nous créions. 1 an plus tard, les offres avaient doublé. Les banquiers d'investissement appelaient régulièrement, suggérant qu'il était temps de concrétiser la valeur que nous avions créée. Mais je suis resté concentré sur la construction et l'amélioration de notre produit plutôt que de vendre. Enfin, 5 ans après avoir commencé avec rien d'autre qu'un prototype et de la détermination, j'ai reçu une offre qui avait du sens. Tech Giant, l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, a proposé 15 millions de dollars pour Secure Transact. Ils voulaient notre technologie, nos relations clients et notre équipe. Plus important encore, ils partageaient notre vision de la sécurité et fourniraient les ressources nécessaires pour étendre nos solutions à l'échelle mondiale. Après de longues discussions avec mon équipe et mes conseillers, j'ai accepté l'offre. À 31 ans, je suis devenu multimillionnaire du jour au lendemain. Tout au long de ce parcours, ma famille est restée largement inconsciente de mon succès professionnel. Lors de nos appels peu fréquents, il continuait à se concentrer sur les réalisations de Chloé, sa promotion au poste de chef de cardiologie, la maison de vacances qu'elle et Marc avaient achetée dans le Vermont, l'école maternelle privée où allaient leurs enfants. Quand maman a mentionné qu'ils avaient aidé Chloé et Marc avec la rénovation de la cuisine de leur maison principale, j'ai eu une envie momentanée de leur parler de l'acquisition. Au lieu de cela, j'ai écouté la description détaillée des nouveaux comptoirs en marbre et de la cuisinière viking de Chloé. J'ai continué à vivre modestement malgré ma nouvelle richesse. J'ai déménagé dans un appartement confortable mais pas extravagant, j'ai investi la majeure partie de l'argent avec l'aide d'un conseiller financier fiduciaire et j'ai fait des dons à des programmes éducatifs soutenant les jeunes intéressés par la technologie. Le seul luxe que je me suis permis était de voyager occasionnellement dans des endroits que j'avais toujours voulu visiter. Mes parents me présentaient toujours à leurs amis comme notre fils qui travaille avec des ordinateurs en Californie, tandis que Chloé restait notre brillante fille, la cardiologue. J'avais fait la paix avec cette dynamique et construit une vie épanouissante remplie d'amis qui me valorisaient et de collègues professionnels qui respectaient mes contributions. Puis vint l'invitation à Thanksgiving chez Chloé et Marc à Boston, déclenchant des événements qui allaient enfin briser le récit familial qui nous avait défini pendant des décennies. L'invitation est arrivée par email début octobre. Formelle et impersonnelle, clairement envoyée à plusieurs destinataires à la fois. Chloé et Mark Whittington demandent le plaisir de votre compagnie pour le dîner de Thanksgiving, suivi de la date, de l'heure et de leur adresse à Wellesley, Massachusetts. Mes parents étaient en copie de l'email, ainsi que les membres de la famille de Mark et plusieurs couples que je ne reconnaissais pas, probablement des amis de Chloé et Mark. Mon instinct immédiat était de décliner. J'avais passé les 3 derniers Thanksgiving avec des amis en Californie, profitant de réunions détendues, exemptes de la tension et de la comparaison qui caractérisaient les fêtes de famille. Mais quelque chose m'a fait hésiter avant de cliquer sur répondre. C'était peut-être la curiosité de voir comment la dynamique de ma famille aurait pu évoluer au fil des ans, ou peut-être un espoir persistant de connexion que je ne pouvais pas tout à fait éteindre. Avant que je ne puisse décider, mon téléphone a sonné. C'était Chloé.
As-tu reçu mon email, a-t-elle demandé sans préambule. Maman et papa arrivent mardi, mais je leur ai dit que tu ne viendrais probablement pas, car tu ne sembles jamais avoir le temps pour la famille. Ces mots portaient la piqûre familière de l'accusation, sous-entendant une fois de plus que toute distance dans notre relation était entièrement de ma faute. En fait, me suis-je entendu dire, je peux venir cette année. Il y eut un bref silence. Oh, eh bien, c'est inattendu. Peux-tu arriver mercredi? La chambre d'amis au 3e étage sera la tienne. Maman et papa ont la suite principale, bien sûr. Dans les semaines précédant Thanksgiving, Chloé a appelé à plusieurs reprises avec des instructions et des rappels qui me positionnaient comme incompétent et elle comme la personne responsable de tout gérer. N'oublie pas de réserver ton vol bientôt avant que les prix n'augmentent, a-t-elle dit lors d'un appel, bien que je l'ai réservé immédiatement après confirmation. N'apporte pas de vin. Marc a sélectionné des accords appropriés de sa collection, a-t-elle instruit dans un autre, bien que je n'ai rien mentionné à porter. Nous nous habillons pour le dîner de Thanksgiving. Tenue décontractée chic au minimum, m'a-t-elle informé, son ton suggérant qu'elle s'attendait à ce que j'arrive en haillons autrement. Mes parents ont appelé aussi, leur message clair, bien que moins direct que celui de Chloé. Nous sommes si impatients de vous avoir tous ensemble, a dit maman chaleureusement avant d'ajouter. Chloé a mis tant d'efforts à organiser cela, alors s'il te plaît, sois sur ton meilleur comportement. Pas de sujet controversé et essaie de montrer de l'intérêt pour ce que tout le monde fait. Papa a ajouté de l'extension, et peut-être te faire couper les cheveux avant de venir. Les premières impressions avec la famille de Marc sont importantes. Je ne les avais pas vus depuis près de 2 ans, pourtant leur principale préoccupation semblait être la façon dont je pourrais les embarrasser devant la belle famille de Chloé. À l'approche du voyage, mon anxiété a augmenté. J'ai programmé une séance supplémentaire avec la Dr Fournier, la thérapeute que je voyais depuis l'acquisition par Tech Giant. La richesse soudaine avait soulevé des émotions compliquées et des questions d'identité que je traitais encore. Comment voulez-vous gérer la dynamique familiale cette fois, a-t-elle demandé pendant notre séance, sa voix calme centrant comme toujours. J'ai réfléchi à la question attentivement. Je suis fatigué de jouer le rôle qu'ils m'ont assigné. Le fils sous-performant, la déception familiale. Je ne veux plus faire semblant. Cela signifie-t-il que vous leur parlerez de votre succès financier? Non, ai-je dit après un moment. Cela ressemble à une recherche de validation par l'argent, ce qui n'est pas sain. Mais je ne me dévaloriserai pas non plus ni mon travail pour coller à leur récit. Je serai juste authentique et fixerai des limites si nécessaire. C'est un progrès significatif, Antoine, a-t-elle noté avec un signe de tête approbateur. Quand je suis arrivé à l'aéroport Logan de Boston la veille de Thanksgiving, le temps correspondait à mon humeur. Gris, froid et menaçant de pluie. J'ai pris un VTC jusqu'à l'adresse de Chloé et Marc, regardant les quartiers devenir progressivement plus aisés pendant le trajet de 30 minutes. Leur maison était exactement ce à quoi je m'attendais, une vaste coloniale de style néo-revival avec un aménagement paysager parfait, une allée circulaire et un garage pour 3 voitures. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine immobilier de luxe, magnifique mais quelque peu stérile. Chloé a ouvert la porte elle-même, parfaitement coiffée dans une tenue décontractée de créateur, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière alors qu'elle me donnait une brève et superficielle étreinte. Tu as réussi. Tout le monde est au salon, a-t-elle dit, se retournant déjà et me conduisant à travers le foyer immaculé. J'ai noté qu'elle n'avait pas proposé d'aider avec mes bagages. La réunion avec mes parents fut une étude de formalité maladroite. Maman se leva d'un canapé ancien pour m'embrasser, commentant immédiatement ma coupe de cheveux, que je n'avais pas faite, et à quel point j'avais l'air mince. Papa me donna une poignée de main ferme et une tape sur l'épaule, son salut habituel. Marc joua l'hôte gracieux, offrant des boissons et engageant une petite conversation sur mon vol, tandis que ses parents, Gérard et Éléonore, observaient avec un intérêt poli. Ils étaient l'aristocratie de Boston incarnée, avec le genre de vieille fortune qui n'a jamais besoin de s'annoncer. « Et que faites-vous en Californie, Antoine ?» demanda Éléonore lors d'un flottement dans la conversation. Sa voix portait l'accent distinctif du Boston brahman. Avant que je puisse répondre, Chloé intervint. Antoine travaille dans l'informatique, une sorte de truc de programmation, n'est-ce pas? Elle me regarda avec des sourcils levés. J'ai fondé une entreprise de cybersécurité spécialisée dans la protection des transactions financières, répondis-je calmement. Elle a été récemment acquise par Tech Giant. Comme c'est intéressant, murmura Éléonore,
ne trouvant manifestement pas cela intéressant du tout. La conversation tourna rapidement autour des enfants de Chloé et de leur réussite scolaire privée. La visite de la maison suivit, avec Chloé qui narrait comme une guide de musée. C'est la salle à manger formelle avec le lustre que nous avons importé d'Italie. La table peut accueillir 20 personnes lorsqu'elle est entièrement étendue. Chaque pièce était accompagnée d'un inventaire similaire de noms de créateurs, de matériaux importés et de subtils indicateurs de prix. Quand nous avons atteint les chambres d'amis, la hiérarchie était claire. Mes parents furent conduits à une suite spacieuse au 2e étage, avec coin salon et salle de bain privée. Ma chambre était un espace mansardé aménagé au 3e étage, petite mais fonctionnelle, avec une salle de bain dans le couloir. C'est généralement la chambre de la nounou, mais elle est absente pour le week-end des vacances, expliqua Chloé, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Ce soir-là, nous nous sommes réunis pour un dîner traiteur de veille de Thanksgiving. La conversation tournait principalement autour du cabinet de Chloé, de la politique hospitalière de Marc et des réalisations de leurs enfants. Quand j'ai mentionné un récent voyage au Japon, Chloé m'a interrompu. « Antoine, ton pull a une tache » a-t-elle dit, ignorant complètement mon récit de voyage. « Pourquoi ne pas en emprunter un à Marc ? Vous êtes à peu près de la même taille, bien qu'il ait une carrure plus athlétique, bien sûr. » Maman a acquiescé. « Ce serait gentil de la part de Marc. Tu devrais avoir l'air présentable pour demain quand tout le monde sera là. » J'ai baissé les yeux sur mon pull en cachemire parfaitement propre, puis j'ai regardé ma sœur. « Il n'y a pas de tache, Chloé. Et j'ai apporté des vêtements appropriés pour demain, mais merci de ton inquiétude. » Un bref éclair d'agacement a traversé son visage avant qu'elle ne sourie fermement et ne se tourne vers le père de Marc pour discuter de club de golf. Alors que je me préparais à me coucher ce soir-là, écoutant le murmure des voix du 2e étage, où mes parents devaient vraisemblablement encore bavarder avec Chloé et Marc, j'ai réfléchi à la façon dont peu de choses avaient changé. Malgré la distance physique et les années de séparation, nous avions repris sans problème notre scénario familial familier. La seule différence était que je n'étais plus disposé à jouer mon rôle assigné sans poser de questions. Demain serait Thanksgiving, et j'avais le sentiment que notre dynamique familiale était sur le point d'affronter son plus grand défi. Le jour de Thanksgiving s'est levé clair et froid, le soleil inondant ma chambre du 3e étage par les petites lucarnes. J'entendais de l'activité en bas, les traiteurs qui arrivaient, Chloé donnant des instructions d'une voix autoritaire, le son occasionnel des rires d'enfants. J'ai pris mon temps pour me préparant mentalement pour la journée à venir. Vers 10 heures, la maison était transformée en un spectacle de Thanksgiving. Chaque surface présentait des décorations saisonnières qui réussissaient à être à la fois festives et élégamment discrètes. La table de la salle à manger était un chef-d'œuvre de design avec des marque-places calligraphiées à la main, plusieurs verres en cristal à chaque couvert, et un centre de table élaboré de fleurs d'automne et de gourdes artistiquement arrangées. Chloé était partout à la fois, supervisant les traiteurs, ajustant les décorations et orchestrant les membres de la famille comme des pièces sur un échiquier. Maman, aide Elisa avec sa robe. Papa, divertit les parents de Marc dans le bureau. Antoine, essaie juste de ne pas te mettre en travers. Je me suis retrouvé assigné à la garde des enfants, occupant les jumeaux de 7 ans de Chloé, Elisa et Étienne, pendant que les adultes se préparaient. Cela me convenait parfaitement, car les enfants étaient les seuls membres de la famille qui semblaient vraiment heureux de me voir. « Oncle Antoine, tu fais toujours des ordinateurs ?» a demandé Étienne alors que nous construisions une structure élaborée avec ses blocs de construction. « Quelque chose comme ça, ai-je répondu, souriant à sa compréhension simplifiée de ma carrière. « Maman dit que tu n'es pas très bon parce que tu dois encore travailler » m'a informé Elisa d'un ton factuel, plaçant un bloc triangulaire sur notre tour. Elle dit que si tu avais réussi, tu aurais des gens qui travailleraient pour toi à la place. J'ai réussi à garder mon expression neutre. Ah bon? Les gens mesurent le succès de différentes manières alors que midi approchait, d'autres invités ont commencé à arriver. Le frère de Marc et sa femme, 2 couples qui étaient des collègues de l'hôpital, et la grand-mère âgée de Marc, qui a été poussée dans un fauteuil roulant par une infirmière privée. Chloé a insisté pour des photos formelles avant le dîner devant la cheminée, arrangeant tout le monde en ce qu'elle considérait comme des regroupements appropriés. « Antoine, tiens-toi ici, au bout. » a-t-elle dirigé, me plaçant à l'extrémité du groupe familial, partiellement caché derrière le frère de Marc. Quand le photographe que Chloé avait engagé a suggéré que j'avance pour être plus visible, elle l'a contredit. « Non, la composition est meilleure comme ça. Fais-moi confiance. »
Au moment où nous avons été appelés à dîner à 15 heures, la tension dans mes épaules avait formé un nœud persistant. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger dans ce qui semblait être un ordre d'importance prédéterminé, avec Chloé et Marc en tête, suivis des 2 pères de parents. Puis des autres invités, et moi en dernier. Le plan de table a continué le thème. Chloé et Marc présidaient aux extrémités de la longue table. Mes parents étaient placés aux places d'honneur près de Chloé, tandis que je me retrouvais entre la grand-mère de Marc, qui était malentendante, et l'un des collègues de l'hôpital, qui avait déjà bu plusieurs verres de vin. Avant le repas, Marc s'est levé pour proposer un toast à la famille, aux amis et à l'abondance dont nous étions bénis de partager. Tout le monde a levé son verre avec reconnaissance. Puis, suivant ce qui était apparemment une tradition de la famille Whittington, chaque personne devait partager quelque chose pour lequel elle était reconnaissante avant de manger. Chloé a commencé naturellement. Ce qui a commencé comme une simple expression de gratitude a évolué en un long résumé de ses réalisations de l'année. Je suis reconnaissante pour ma pratique florissante, ma récente nomination au conseil d'administration de l'hôpital, l'acceptation des enfants au programme pour surdoués, et bien sûr, notre nouvelle résidence secondaire à Nantucket. Mes parents rayonnaient de fierté tout au long de sa récitation. Quand ce fut le tour de maman, elle a principalement exprimé sa gratitude pour Chloé et sa famille, avec une brève mention générale de mes 2 enfants, presque comme une réflexion après coup. Le rituel a continué autour de la table jusqu'à ce qu'il m'atteigne. Tous les regards se sont tournés dans ma direction, la plupart avec l'air de désintérêt poli réservé aux interactions sociales obligatoires. Je suis reconnaissant pour le parcours des dernières années, ai-je simplement dit. Pour les leçons apprises, les défis surmontés, et la liberté de créer mon propre chemin. Chloé a esquissé un sourire crispé. Comme c'est gentil, très philosophique. Puis elle a fait signe au traiteur de commencer à servir. Le repas lui-même était impeccable, plat après plat d'interprétation gastronomique de plats traditionnels de Thanksgiving. Le vin coulait à flot, et la conversation se déplaçait entre des sujets sûrs. La politique était évitée, mais les commérages hospitaliers, les comparaisons d'écoles privées et les propriétés de vacances étaient discutées en détail. Pendant le plat principal, Marc a commencé à décrire une acquisition hospitalière majeure que son département envisageait. La technologie révolutionnerait nos capacités d'imagerie cardiaque, a-t-il expliqué avec enthousiasme. La valorisation de l'entreprise est exorbitante après que leur division de sécurité a été acquise par Tech Giant l'année dernière. J'ai fait une pause au milieu d'une bouchée, reconnaissant immédiatement l'entreprise comme celle qui avait acheté mon logiciel de sécurité. Marc a continué, inconscient de ma réaction. L'acquisition a été l'une des plus importantes dans le secteur de la sécurité financière. Apparemment, le fondateur était un jeune prodige de la programmation qui a développé une approche entièrement nouvelle de la protection des transactions. Comment s'appelait l'entreprise de sécurité ? A demandé Gérard, le père de Marc, qui avait des investissements dans le secteur technologique. Secure Transact, a répondu Marc. Relativement inconnu jusqu'à ce que Tech Giant paie 15 millions de dollars pour leur technologie et leur équipe. Le verre de vin a glissé de la main de Chloé, éclaboussant de vin rouge la nappe immaculée. Elle a à peine remarqué, ses yeux écarquillés fixés sur moi alors que les connexions se formaient visiblement dans son esprit. Secure Transact, a-t-elle répété lentement. Antoine, n'est-ce pas? La table est tombée dans le silence, tous les regards allant de Chloé à moi. J'ai pris une gorgée d'eau, étrangement calme malgré la tension soudaine. Oui, ai-je confirmé. C'était mon entreprise. Marc m'a regardé fixement, son expression passant de la confusion à une compréhension naissante. Attends, tu es cet Antoine, Mitchell, le fondateur de Secure Transact? L'acquisition de 15 millions de dollars était ton entreprise. Mes parents semblaient complètement perdus. La fourchette de papa est restée suspendue à mi-chemin de sa bouche, un morceau de dinde tremblant légèrement alors que sa main se figeait. Je n'avais aucune idée que c'était toi derrière ça, a continué Marc, une admiration sincère entrant dans sa voix pour la première fois. Les protocoles de sécurité que ton équipe a développés sont considérés comme révolutionnaires dans l'industrie. Le visage de Chloé s'était vidé de sa couleur, 15 millions de dollars. Tu as vendu ton entreprise pour 15 millions de dollars. Sa voix a monté brusquement sur les derniers mots. Maman a enfin retrouvé sa voix. Antoine, de quoi tout le monde parle? Quelle entreprise? L'entreprise de cybersécurité que j'ai fondée il y a 5 ans, ai-je expliqué calmement. J'ai développé une nouvelle approche pour protéger les transactions financières en ligne.
Tech Giant l'a acquise l'année dernière. Pour 15 millions de dollars? A finalement réussi à demander papa, sa voix à peine un murmure. Oui, ai-je confirmé, rencontrant son regard stupéfait directement. Le silence qui a suivi était profond, brisé seulement par le léger tintement de la cuillère de la grand-mère de Marc contre son assiette. Alors qu'elle continuait de manger, inconsciente du drame qui se déroulait autour d'elle, Chloé fut la première à briser le silence, sa voix tendue et contrôlée malgré le tremblement visible de ses mains. C'est une blague, n'est-ce pas? Une sorte de farce tordue que tu joues. J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas une blague. Secure Transact était mon entreprise. Je l'ai fondée après l'université, je l'ai bâtie pendant 5 ans et je l'ai vendue à Tech Giant l'année dernière. Mais c'est impossible, a-t-elle insisté, regardant autour de la table comme pour chercher des alliés. Antoine travaille dans un petit boulot de support technique ou quelque chose comme ça. Il n'est pas. Il ne pourrait pas. Marc s'est penché en avant. Un intérêt sincère animant ses traits. L'acquisition de Secure Transact a fait grand bruit dans les milieux d'affaires. Leur protocole de sécurité a complètement révolutionné la façon dont les institutions financières gèrent les transactions en ligne. Il s'est tourné vers moi avec un nouveau respect. Je n'avais aucune idée que c'était ton travail. L'expression de ma mère oscillait entre la confusion et l'incrédulité. Mais chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Nous sommes ta famille. Avant que je puisse répondre, la voix de Chloé a monté d'une octave. 15 millions de dollars. 15 millions de dollars. Et tu n'as jamais dit un mot pendant que nous avons eu pitié de toi toutes ces années? Personne n'a demandé, ai-je simplement répondu. Quand nous parlions, ce qui n'était pas souvent, la conversation était toujours centrée sur tes réalisations. Il ne semblait jamais y avoir beaucoup d'intérêt pour les détails de ma vie. Chloé s'est éloignée de la table avec tant de force que les verres d'eau ont vacillé. C'est complètement injuste. Nous avons toujours demandé comment tu allais. Tu as demandé si je faisais toujours ce truc d'ordinateur, je l'ai corrigé. Ce n'est pas la même chose que de montrer un intérêt sincère. Papa a finalement retrouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie comme un croassement tendu. Mon fils, 15 millions. Pourquoi nous aurais-tu caché ça? Chloé n'attendait pas ma réponse. Son choc initial se transformait rapidement en indignation. C'est tellement typique. Tu as toujours dû tout ramener à toi. Toujours à jouer la victime. L'ironie de sa déclaration était si profonde que j'ai réellement ri, ce qui ne fit que l'enflammer davantage. Tu trouves ça drôle? Tu nous as menti pendant des années, nous faisant croire que tu galérais alors que tu étais secrètement millionnaire? Tu as une idée de l'image que ça nous donne? L'image que ça vous donne? Ai-je répété, incrédule. C'est votre préoccupation en ce moment? Chloé faisait les 100 pas, son dîner soigneusement planifié complètement oublié. Je n'arrive pas à y croire. Tout ce temps, nous nous sommes inquiétés pour toi, pensant que tu ne pouvais pas te permettre de belles choses, proposant de t'aider. Quand as-tu jamais proposé de m'aider? Les jeux interrompus, réellement curieux. Eh bien, nous l'aurions fait si nous avions su que tu en avais besoin, a-t-elle bafouillé. Mais apparemment, tu faisais juste semblant d'être pauvre alors que tu étais secrètement riche. Quel genre de personne fait ça? Les parents de Marc ont échangé des regards gênés. Les collègues de l'hôpital sont soudainement devenus très intéressés par leurs assiettes de dessert. L'infirmière privée a discrètement fait sortir la grand-mère de Marc de la pièce, sentant que le drame familial s'intensifiait au-delà de la conversation polie du dîner. Je n'ai jamais joué un rôle, ai-je dit, gardant ma voix calme. J'ai vécu modestement parce que c'est ce que je préfère. Et je ne vous ai jamais parlé de l'acquisition parce que l'argent n'a jamais été la mesure du succès dans cette famille. Le prestige académique, les titres professionnels, voilà ce qui comptait. C'est ridicule, a interjecté maman. Nous avons toujours été fiers de nos 2 enfants de la même manière. Cette déclaration était si éloignée de la réalité que je n'ai pas pu la laisser passer. Maman, ce n'est tout simplement pas vrai. Toute mon enfance s'est déroulée dans l'ombre de Chloé. Mes réalisations étaient à peine reconnues tandis que les siennes étaient célébrées avec extravagance. Ce n'est pas vrai, a crié Chloé, claquant sa main sur la table. Tu as toujours été le favori. Maman et papa se sont mis en 4 pour toi. Papa a commencé à parler, puis a commencé à tousser violemment,
tendant la main vers son verre d'eau d'une main tremblante. La confrontation lui avait littéralement coupé le souffle. Le favori? Ai-je répété avec incrédulité. Chloé, tu avais des fêtes d'anniversaire élaborées tandis que les miennes étaient des réflexions après coup. Tes réalisations scolaires étaient affichées en évidence tandis que mes trophées sportifs étaient rangés dans un placard. Il assistait à chacun de tes récitals mais on manquait mon match de championnat d'État de football. C'est parce que mes activités étaient importantes, a répliqué Chloé. Les activités académiques et culturelles comptent pour la réussite future. Taper dans un ballon sur un terrain, non. Et pourtant, nous voilà, ai-je répondu calmement. Le visage de Chloé a rougi. Tu sais quoi? Je vais te prouver que tu as tort. Elle a quitté la salle à manger en furie, laissant tout le monde dans un silence inconfortable. Maman a tenté de rattraper le coup. Antoine, je pense que tu te souviens des choses à travers un prisme très négatif. Nous t'avons toujours traité, toi et Chloé, exactement de la même manière. M'avez-vous aidé avec un acompte pour une maison? Ai-je demandé. Maman a tripoté sa serviette. Eh bien, non, mais tu n'as jamais demandé. Avez-vous jamais offert? Elle n'avait pas de réponse à cela. Chloé est revenue, serrant plusieurs albums photos, son expression triomphante. Voyons ce que les preuves disent, voulez-vous? Elle a commencé à feuilleter les pages agressivement. Regarde, voici ta fête de 10 ans avec ce gâteau dinosaure ridicule que maman a fait de A à Z. Est-ce que ça ressemble à une réflexion après coup pour toi? Je me suis penché pour voir la photo qu'elle montrait du doigt. Sur l'image, moi, âgé de 10 ans, me tenais maladroitement à côté d'un gâteau fait maison tandis que Chloé, 13 ans, dominait le premier plan, clairement agacée de ne pas être le centre de l'attention. Chloé, c'est ta période dinosaure. C'était ton gâteau. Mon anniversaire était la semaine suivante et j'ai eu un gâteau de supermarché qui disait « Joyeux anniversaire » sans nom parce que c'était un achat de dernière minute. Elle a tourné à une autre page. Eh bien, et ça? Papa t'emmène à la pêche? Juste vous deux. Je n'ai jamais eu de voyages spéciaux comme ça. Papa avait suffisamment retrouvé son calme pour interjecter. Chloé, c'était la seule fois où je l'ai emmené à la pêche, et seulement parce que toi et ta mère étiez à ta compétition de piano à Springfield. Alors que Chloé continuait à feuilleter les albums, un schéma est apparu, visible pour tout le monde à table. Photo après photo montrait des événements familiaux centrés sur les réalisations de Chloé, avec moi, souvent littéralement en arrière-plan ou en marge du cadre. Les photos de vacances montraient Chloé en premier plan dans des attractions touristiques tandis que je me tenais à l'écart. Les preuves photographiques faisaient le contraire de ce que Chloé voulait, fournissant une confirmation visuelle de la dynamique familiale que j'avais décrite. Marc posa une main douce sur le bras de Chloé. « Chérie, peut-être devrions-nous faire une pause. » Elle le repoussa. « Non, je ne serai pas dépeinte comme une princesse gâtée alors que j'ai travaillé incroyablement dur pour tout ce que j'ai accompli. » Elle se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de l'argent? Comptais-tu tout garder pour toi pendant que maman et papa m'aidaient avec les frais de scolarité privée des enfants et la rénovation de notre maison toutes ces années? » Et voilà, le vrai problème derrière sa colère. « Je ne leur ai jamais demandé de prioriser tes besoins par rapport aux miens, ai-je répondu calmement. C'était leur choix. Et je n'ai jamais eu besoin de leur soutien financier parce que j'ai construit quelque chose de réussi par moi-même, sans connexion ou soutien familial. » La voix de Chloé devint dangereusement calme. « Alors, c'est une vengeance? Nous faire passer pour des idiots parce que tu avais des griefs d'enfance? Ce n'est pas une vengeance, Chloé. J'ai juste cessé de chercher une approbation que je n'allais jamais obtenir et je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. » Papa s'éclaircit la gorge. « Mon fils, je pense que tu es un peu injuste. Nous avons toujours soutenu tes intérêts. » Je l'ai interpellé directement, « Quand avez-vous réellement montré un véritable intérêt ou un soutien pour mon travail? Vous avez rejeté mes premiers codages comme des jeux vidéo. Vous avez qualifié ma décision de créer une entreprise de risquée et m'avez suggéré de trouver un vrai travail. Vous ne m'avez jamais demandé une seule fois d'expliquer ce que mon entreprise faisait réellement ou pourquoi c'était important. » Papa a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée, incapable de fournir un contre-exemple. Chloé n'était pas prête à concéder. « C'est absurde.
Tu réécris toute notre histoire familiale parce que tu as un complexe d'infériorité bizarre juste parce que tu as eu de la chance avec un truc technologique. Ce n'était pas de la chance, interrompit Marc, surprenant tout le monde. J'ai lu sur la technologie de Secure Transact. Elle était vraiment innovante, révolutionnaire même. Il se tourna vers moi avec un respect professionnel. Les protocoles de sécurité que tu as développés ont résolu des problèmes qui avaient tourmenté l'industrie pendant des années. Chloé lança à son mari un regard trahi. De quel côté es-tu? Je ne prends pas parti, répondit-il prudemment. Je ne fais qu'énoncer des faits concernant les réalisations professionnelles d'Antoine. La tension dans la pièce devenait insupportable. Maman pleurait silencieusement. Papa semblait sous le choc et Chloé vibrait pratiquement d'un mélange de colère et d'embarras. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Pourquoi gâcher Thanksgiving avec toute cette histoire ancienne et ce ressentiment? Je n'ai pas soulevé le sujet, lui rappelai-je doucement. J'ai gardé mon succès privé précisément pour éviter ce genre de réaction. Marc a reconnu le nom de mon entreprise par coïncidence. Alors, tu n'allais jamais nous le dire? Demanda maman, l'évidence dans sa voix. Ta propre famille? Je la regardai directement. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Le fait de savoir que j'avais une réussite financière aurait-il soudainement validé mon chemin à vos yeux? Parce que ce n'est pas comme ça que le soutien inconditionnel est censé fonctionner. Le silence qui suivit fut profond. Pour la première fois peut-être, mes parents et ma sœur me voyaient réellement, non pas comme la perpétuelle déception qu'ils m'avaient cataloguée, mais comme un adulte qui avait tracé son propre chemin réussi, malgré et non à cause de ses antécédents familiaux. Chloé se leva brusquement, des larmes coulant sur son visage. J'ai besoin d'air. Elle quitta la salle à manger, laissant derrière elle les décombres de son parfait dîner de Thanksgiving. Les invités restants échangèrent des regards gênés. Le frère de Marc murmura quelque chose à propos de vérifier leur voiture, et lui et sa femme firent une sortie discrète. Les collègues de l'hôpital suivirent peu après, remerciant Marc avec une gaieté forcée, comme s'il n'avait pas assisté à une explosion familiale. Dans le silence soudain de la salle à manger presque vide, papa tenta une faible justification. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour vous deux. Peut-être que nous n'avons pas toujours bien fait. C'était la chose la plus proche d'un aveu que j'ai jamais entendu de sa part. Et malgré tout, j'ai ressenti une petite étincelle d'espoir que peut-être, enfin, quelque chose pourrait changer dans notre dynamique familiale. Le reste de la soirée de Thanksgiving s'est déroulé dans un flou de silence gêné et de tentatives forcées de conversation normale. Chloé est finalement revenue dans la salle à manger, les yeux rouges mais le calme retrouvé, et a mécaniquement servi le dessert comme si elle suivait un script qu'elle ne pouvait abandonner. Les quelques invités qui n'avaient pas trouvé d'excuse pour partir ont mangé de la tarte à la citrouille avec un enthousiasme forcé, complimentant le traiteur tout en évitant scrupuleusement toute référence à l'explosion émotionnelle dont ils avaient été témoins. Tandis que la soirée avançait, j'ai pris la décision de partir plutôt que de passer la nuit comme prévu. La chambre d'amis du 3e étage me semblait soudain une métaphore parfaite de ma position dans la famille. Une réflexion après coup, séparée du foyer principal. Je pense qu'il est préférable que je prenne une chambre d'hôtel ce soir, ai-je annoncé calmement alors que les derniers invités se préparaient à partir. Maman sembla désemparée. Antoine, ce n'est pas nécessaire. Nous sommes une famille. Nous pouvons nous en sortir. Je sais que nous le pouvons. Oui, ai-je acquiescé. Mais pas ce soir. Tout le monde a besoin d'espace pour digérer. Alors que je préparais mon sac de voyage, Chloé apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis. Son allure d'hôtesse parfaite s'était effondrée, remplacée par une expression conflictuelle que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Tu pars? A-t-elle déclaré platement. Oui, j'ai appelé un service de voiture. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte, les bras croisés défensivement. Alors c'est ça. Tu lâches une bombe sur toute la famille et tu t'en vas? Je n'ai pas lâché de bombe, Chloé, ai-je dit. Marc a reconnu le nom de mon entreprise. C'est tout. Elle est restée silencieuse un instant, puis a posé la question qui la préoccupait réellement à 15 millions de dollars. C'est vraiment vrai? Oui. Et tu t'assois sur tout cet argent pendant que maman et papa nous aident avec les frais de scolarité privée des enfants et la rénovation de notre maison toutes ces années? Même maintenant,
elle voyait mon succès principalement en termes de la façon dont il pourrait lui bénéficier. Certains schémas sont trop profonds pour être brisés en une seule soirée. Mes décisions financières sont les miennes, Chloé, tout comme les décisions de maman et papa de te soutenir sont les leurs. J'ai fermé mon sac avec finalité. Bonne nuit, Chloé. Merci pour le dîner. Alors que je descendais, Marc m'a intercepté dans le foyer, à l'écart des autres. Je te dois des excuses, a-t-il dit doucement. J'ai toujours accepté le récit familial te concernant sans poser de questions. C'était une erreur de ma part. Sa sincérité m'a surpris. Merci de dire ça. Pour ce que ça vaut, ce que tu as construit avec Secure Transact était extraordinaire. L'entreprise de technologie médicale qui a concédé sous licence tes protocoles de sécurité a transformé nos capacités de soins cardiaques. Pour la première fois ce soir-là, je me suis senti vraiment reconnu pour mes réalisations professionnelles. Ironiquement, par mon beau-frère plutôt que par mes propres parents. Ça signifie beaucoup, Marc. Merci. Mon VTC est arrivé, nous épargnant de prolonger la conversation. Et je suis sorti dans la froide nuit de novembre, exhalant un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis des années. Dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là, j'étais assis près de la fenêtre donnant sur la ligne d'horizon scintillante de Boston, traitant les événements de la journée. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises avec des SMS de Chloé, alternant entre excuses et demandes financières à peine voilées. Je suis désolé que les choses se soient envenimées. Les dynamiques familiales sont compliquées. As-tu envisagé de créer des fonds d'études pour ta nièce et ton neveu? Je ne pensais pas ce que j'ai dit sur toi jouant la victime. Notre entrepreneur a mentionné que le pool house serait une excellente déduction fiscale pour quelqu'un dans ta position. J'ai coupé le son du téléphone et j'ai essayé de dormir, mais le repos m'a échappé alors que les conversations de la soirée se rejouaient dans mon esprit. Le lendemain matin, juste après 7 heures, mon téléphone a sonné. C'était papa. Pouvons-nous nous rencontrer pour prendre un café? A-t-il demandé, sa voix discrète. Juste toi et moi. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café près de mon hôtel. Quand je suis arrivé, papa était déjà là, l'air plus vieux et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vu. Sans la présence protectrice de maman et Chloé, quelque chose dans son attitude avait changé. Je n'ai pas dormi la nuit dernière, a-t-il avoué après que nous ayons commandé. J'ai continué à penser aux choses que tu as dites, des choses que je ne pouvais pas vraiment contredire. J'ai attendu silencieusement, lui laissant de l'espace pour continuer. J'ai toujours pensé que nous étions de bons parents, a-t-il dit, fixant sa tasse de café. Je pensais que nous avions donné à nos 2 enfants ce dont ils avaient besoin. Mais en regardant ces albums photos la nuit dernière, en voyant tout cela ainsi exposé. Sa voix s'est légèrement brisée. Nous avons vraiment mis Chloé au centre de tout, n'est-ce pas? C'était la première reconnaissance sincère que j'ai jamais reçue de sa part concernant notre dynamique familiale. Pourquoi, ai-je simplement demandé. Pourquoi y avait-il une telle différence dans la façon dont vous nous traitiez? Papa est resté silencieux pendant un long moment. Chloé était comme nous, a-t-il finalement dit. Elle suivait le chemin que nous comprenions. La réussite scolaire, les diplômes prestigieux, une carrière professionnelle. Quand elle réussissait, cela validait nos propres choix de vie et nos valeurs. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Mais tu étais différent dès le début. Créatif, indépendant, intéressé par la technologie. Nous n'avons pas compris. Ton chemin ne correspondait pas à notre définition étroite du succès. Alors nous. Je suppose que nous ne savions pas comment le soutenir. Vous auriez pu essayer, ai-je dit calmement. Vous auriez pu poser des questions, montrer de l'intérêt, assister à mes matchs. Tu as raison, a-t-il admis, des larmes se formant dans ses yeux. Et je ne peux pas revenir en arrière et changer cela. Mais je suis fier de ce que tu as construit, mon fils. Non pas à cause de l'argent, mais parce que tu as eu le courage de suivre ton propre chemin, même quand nous ne le comprenions pas. Mon téléphone a sonné, interrompant le moment. C'était maman, demandant où papa était parti si tôt. Quand j'ai expliqué que nous prenions un café, elle a insisté pour nous rejoindre. En 30 minutes, elle est arrivée au café, essoufflée et défensive. Philippe m'a parlé de votre conversation, a-t-elle commencé sans préambule. Et je pense que tu es très injuste. Nous avons toujours aimé nos 2 enfants également. L'amour n'est pas le problème, maman, ai-je répondu doucement.
Il s'agit de reconnaissance, de soutien et de validation. Il s'agit d'être présent au match de football, pas seulement au récital de piano. Nous étions des parents occupés, faisant de notre mieux, a-t-elle insisté. Si nous avons parfois concentré plus d'attention sur Chloé, c'était parce qu'elle avait besoin de plus de conseils. Papa m'a surpris en intervenant. Catherine, ce n'est pas entièrement vrai, et tu le sais. Nous avons privilégié Chloé parce que ses réalisations nous mettaient en valeur en tant que parents. Nous comprenions son parcours. Celui d'Antoine nous était étranger, alors nous l'avons minimisé. Les yeux de maman se sont écarquillés face à la franchise de papa. Pour la première fois peut-être de leur mariage, il contredisait sa version de notre récit familial. La conversation qui a suivi fut difficile, émotionnelle et attendue depuis longtemps. Maman est d'abord restée sur la défensive, mais à mesure que papa continuait à reconnaître des exemples spécifiques de favoritisme, sa certitude a commencé à se fissurer. Je n'ai jamais réalisé à quoi cela devait ressembler de ton point de vue, a-t-elle finalement admis. Nous ne voulions pas te faire sentir moins important. L'impact compte plus que l'intention, ai-je répondu, une phrase que la docteure Fournier utilisait souvent dans nos séances. Au moment où nous nous sommes séparés cet après-midi-là, quelque chose de fondamental avait changé. Aucune conversation unique ne pouvait guérir des décennies de déséquilibre, mais la reconnaissance était un premier pas crucial. 3 mois plus tard, les changements dans notre dynamique familiale étaient subtils mais significatifs. Mes parents appelaient plus fréquemment, posant des questions spécifiques sur mon travail et ma vie. Papa avait même suivi un cours en ligne sur la cybersécurité pour mieux comprendre mon domaine. Chloé a eu le plus de mal avec notre nouvelle réalité. Son identité avait été construite autour du fait d'être la star de la famille, et s'adapter à une relation plus égalitaire s'est avéré difficile. Ses allusions financières ont continué occasionnellement, mais avec une fréquence décroissante, car elle a réalisé que je n'allais pas être son banquier personnel. Pour ma part, j'ai établi des limites plus claires tout en restant ouvert à une connexion familiale plus saine. J'ai utilisé une partie de ma richesse pour créer un fonds de bourse d'études pour les étudiants négligés ayant des aptitudes en technologie, essayant de créer le système de soutien qui m'avait manqué. Un mardi après-midi, j'ai rencontré le premier récipiendaire de la bourse, un brillant jeune homme de 16 ans nommé Jamal, qui me rappelait puissamment mon jeune moi. Alors qu'il décrivait avec enthousiasme ses projets de développement de technologies accessibles aux utilisateurs handicapés, j'ai vu en lui la même passion et la même vision qui m'avaient animé. Mes parents veulent que je sois médecin, a-t-il confié. Ils ne comprennent pas vraiment ce que j'essaie de construire. Continue de construire quand même, lui ai-je dit. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les dernières à reconnaître notre véritable chemin. Cela ne rend pas le chemin moins valable. La vraie mesure du succès, j'avais appris, n'était pas la réussite financière ou la validation familiale, mais la liberté de définir et de poursuivre son propre but. L'argent n'avait pas guéri mes blessures familiales, mais l'honnêteté et les limites avaient commencé le processus. En regardant Jamal partir, débordant d'idées et de potentiel, j'ai ressenti une paix qui m'avait échappé pendant des décennies. Le fils négligé avait enfin trouvé sa voie, non par vengeance ou ressentiment, mais en créant quelque chose de significatif à partir des qualités même que sa famille n'avait pas su valoriser. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille ou si vos réalisations ont été ignorées tandis que celles des autres étaient célébrées, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé votre propre chemin vers la validation et le succès? Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de trouver le bonheur à ses propres conditions.